de créer 100 laboratoires vivants et phares pour mener la transition vers des sols sains d'ici 2030. À travers toute l'Europe aussi, des groupes opérationnels se sont montés sur les sols. Aujourd'hui, déjà plus de 500 projets travaillent sur cette problématique. Aujourd'hui, nous allons pouvoir donc accueillir 3 chercheurs qui font des essais et qui ont pour objectif d'améliorer la santé des sols. Donc la première personne sera Mélanie Bressan, deuxième David Lafont, puis Aude Lucetti. Donc Mélanie Bressan est docteure en écologie microbienne. Elle est actuellement chargée de recherche au sein de l'unité Agile d'Unilassal Rouen. Ces thématiques de recherche portent sur la compréhension des interactions entre le sol, les plantes et les micro-organismes. Ces projets d'études ont pour objectif de valoriser les potentialités des microbiotes associés aux bénéfices de la santé des plantes en termes de nutrition et de résistance au stress abiotique et aux maladies. Il s'agit plus particulièrement d'évaluer l'effet de pratiques agricoles innovantes, telles que l'apport de produits biocontrôle, de biostimulation et de biofertilisation sur les équilibres microbiens et leurs fonctions associées. Voilà, je vous laisse la parole, donc, Mélanie. Merci beaucoup, vous m'entendez bien? Très bien, merci. Très bien. Est-ce que ma présentation se voit? Bonjour à tous. Très bien pour la présentation. Ok. Donc, merci beaucoup pour cette présentation et merci de me donner l'opportunité de présenter donc quelques résultats de travaux de recherche en lien avec, comme vous l'avez évoqué, des biosolutions. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui quelques résultats qui ont été acquis dans le cadre du projet FEADER Vert Hyper, qui a été financé par la région Normandie. L'objectif était d'évaluer des solutions de biostimulation à base de lombricompost au service de la régénération des sols et du développement des cultures. Donc un petit mot déjà sur l'établissement auquel j'appartiens, qui est Unilassal. Donc c'est un institut polytechnique qui travaille sur les enjeux du développement durable dans une approche transversale en lien avec les transitions écologiques, énergétiques, alimentaires et numériques. Et on va décerner des diplômes d'ingénieur, de master et de bachelor dans les sciences de la terre, du vivant, de l'environnement, de l'agriculture et de l'alimentation. Et plus récemment, donc on a ouvert une école vétérinaire. On a 4 campus et moi, je me situe sur le campus de Rouen. Et je travaille au sein de l'unité de recherche Agile pour agroécologie, hydrogéochimie, environnement et ressources. Et au sein de notre unité, on va essayer de contribuer à identifier et développer et aussi évaluer les performances agronomiques, agro-environnementales et écologiques de solutions agroécologiques. Donc, on a 2 grands axes de recherche qui sont développés au sein de l'unité. Un premier qui concerne les sols, la biodiversité associée et la santé des plantes. Et puis un second axe sur les sols, la biodiversité et les services écosystémiques portés par les sols. Et donc, on va travailler à différentes échelles, de la plante ou du pathosystème dans le cas d'études en lien avec des maladies, à l'échelle de la rhizosphère, mais également de la parcelle, et enfin à l'échelle du système de culture. Donc maintenant, qu'en est-il de ce projet Vert Hyper? Donc un des objectifs de ce projet, c'était d'évaluer les effets de biostimulants produits par la société Veragro sur la croissance de la lentille et le microbiote associé à sa rhizosphère. Donc pour replacer un peu la culture de la lentille, donc c'est une fabacée qui a un très grand intérêt agronomique de par sa capacité à entrer en symbiose avec des bactéries fixatrices d'azote, mais c'est tout comme toutes les légumineuses, et puis d'avoir aussi un impact fort sur la structure du sol, sur la séquestration du carbone et bien d'autres services écosystémiques. Le fait d'introduire cette culture dans les rotations, ça permet aussi de les diversifier, ça fait une espèce de plus. Les graines produites sont très riches en nutriments, en vitamines, sont évidemment riches en protéines, d'où son intérêt dans tout ce qui est plant protéines. Et puis c'est une plante annuelle, excusez-moi de la petite faute, à cycle court, environ 150 jours. Mais malheureusement, cette culture a de très grandes contraintes, puisque les rendements sont encore assez faibles, principalement en lien avec le peu de variétés disponibles actuellement sur le marché pour les agriculteurs. Cette espèce est aussi très sensible au stress hydrique, très sensible aux maladies telluriques et aussi très sensible aux adventices puisque sa croissance initiale est assez lente.
les plantes sont de plutôt faible hauteur, donc régulièrement, en fait, les pratiques veulent que cette espèce soit associée à une autre culture, en particulier en agriculture bio, très régulièrement avec de la cameline. Donc, au niveau de la Normandie, il y a une volonté très importante de pouvoir développer cette culture et donc de mieux pouvoir gérer les pratiques et les itinéraires culture pour avoir un rendement plus important et surtout plus reproductible d'une année sur l'autre pour les agriculteurs. Donc pour cela, pour essayer de soutenir cette culture, une des pistes d'intérêt, c'est de pouvoir appliquer des produits de biostimulation qui sont largement reconnus aujourd'hui et très étudiés pour leur potentialité en termes d'amélioration de la qualité et du rendement, mais aussi par leur potentialité pour stimuler le métabolisme des plantes, pour optimiser l'efficacité d'utilisation des nutriments, mais également, et ce qui nous intéresse plus au sein de l'unité, de pouvoir augmenter les activités microbiennes au niveau du sol et principalement au niveau de la rhizosphère et bien sûr pouvoir protéger également les plantes contre des stress de différentes sortes. Donc la société Veragro, elle s'intéresse plutôt au lombricompost qui est bien sûr reconnu pour ses nombreux bénéfices en agriculture pour améliorer la fertilité des sols, promouvoir la croissance et la santé des plantes, améliorer la structuration du sol, agir également sur les communautés microbiennes associées au sol et par la potentialité en lien avec le recyclage de déchets organiques. Et donc la société a mis au point un procédé de production de produits de biostimulation riches en micro-organismes sur la base de lombricompost qu'ils produisent eux-mêmes. Et donc notre objectif, c'était de pouvoir tester ces deux produits et voir quel pouvait être le bénéfice pour la culture de la lentille. Donc il y a un produit qui s'appelle Veraterra qui est appliqué directement sur le sol et un second produit Veralif qui est appliqué, qui a une application foliaire, en général au stade 3-4 feuilles. Donc dans le cadre de ce projet, nous avons recherché quel était l'impact de l'application de ces produits sur la croissance des plantes, sur les propriétés chimiques des sols, sur la mise en place des relations symbiotiques entre les plantes et les micro-organismes, et aussi quels étaient les impacts sur les communautés microbiennes associées à la rhizosphère en termes d'abondance, de composition et de diversité, mais également de fonctions microbiennes d'intérêt. Tout cela pour essayer d'évaluer l'efficacité de ces traitements, mais aussi de comprendre quels sont les mécanismes d'action mis en œuvre en lien, en particulier ceux qui sont en lien avec les communautés microbiennes du sol. Donc pour cela, des essais au champ ont été mis en place dans deux systèmes de culture contrastés, un système plutôt conventionnel et un système biologique. Donc dans le système conventionnel, ont été mis en place des micro-parcelles randomisées et en agriculture biologique, nous avons mis en place des essais en grande bande. Dans ces essais ont été apportés ou non les biostimulants. Donc nous avons les 3 modalités contrôle, sans apport et les 2 produits testés. Nous avons analysé 4 réplicas par modalité. Nous avons effectué 3 temps de prélèvement. Un premier temps de prélèvement au moment du semis, un second au moment de la floraison des plantes, puisque on sait que c'est à cet instant que il y a un maximum d'interaction entre les plantes et les micro-organismes, et puis un prélèvement post-récolte. Nous avons récupéré du sol à T0 et à T final, et puis à T intermédiaire du sol et des plantes. Différentes analyses ont pu être déployées sur ces échantillons, que ce soit de sol ou de parties végétales. Donc, concernant les plantes, nous avons suivi la biomasse sèche, nous avons compté le nombre de nodules et regardé les contenus en carbone, azote, phosphore. Le sol, nous avons procédé à une caractérisation chimique complète ainsi qu'une caractérisation biologique en termes d'abondance microbienne, de dosage d'activité enzymatique en lien avec les cycles des nutriments dans le sol. Nous avons aussi regardé les profils métaboliques potentiels selon une approche biologue. Nous avons regardé tout ce qui était association mycorhizienne par observation microscopique des racines. Et puis, nous avons étudié la composition, la structure et la diversité des communautés microbiennes de la rhizosphère selon une approche de séquençage de débit, donc une approche métabarcoding, pour avoir une idée de toutes les espèces présentes dans les sols. Donc, un premier résultat que je vous présente, ce sont les résultats obtenus à T0 au moment du semis.
Donc, vous avez ici des analyses en composantes principales qui regroupent l'intégralité des mesures qui ont été réalisées sur les sols. Donc, si je mets un pointeur, non, je vais pas pouvoir mettre de pointeur. Vous voyez j'espère que vous voyez ma souris. Donc, on peut voir sur la gauche, ce sont tout ce qui est données chimiques. Donc, AB, c'est pour agriculture biologique et AC, agriculture conventionnelle. Donc, il y a une forte distinction entre les deux parcelles, ce qui était attendu, ce qui nous a conduit à les traiter de façon indépendante. On ne constate pas de différence significative concernant les variables chimiques mesurées au moment du semis. En revanche, en ce qui concerne les variables biologiques, donc l'ACP sur la droite, nous voyons que pour tout ce qui est pour la parcelle en agriculture biologique, il y a une très forte distinction, une très grande hétérogénéité entre les variables biologiques au moment du semis, ce qui est un petit peu embêtant. Et nous avons mis en évidence que c'était surtout des différences significatives importantes en termes d'activité enzymatique. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez reconnu concernant les systèmes en agriculture biologique. Il y a une plus grande hétérogénéité des communautés microbiennes, d'autant plus que les essais grandement, d'autant plus accentués par le fait qu'il s'agissait d'essais grande bande. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne vous présenterai que les résultats concernant l'essai en agriculture conventionnelle. Donc à tes floraisons, lorsque nous sommes retournés sur les parcelles, tout d'abord, quelques petites informations concernant la croissance des plantes. Donc vous avez, pour l'ensemble de la présentation, sur la gauche, les effets observés avec le produit Veratera et sur la droite, les effets observés avec le produit Veralif. Concernant ces deux produits, on n'a pas d'effet très marqué sur la croissance des plantes, juste quelques tendances numériques, une augmentation de la biomasse aérienne, pas d'impact sur la biomasse racinaire. Donc voilà, pas d'effet très marqué. Concernant le rendement final, il a pu être observé une augmentation des rendements dans les deux cas. Donc malgré tout, au final, un effet sur la production de graines de lentilles. Si on s'intéresse maintenant à la mise en place des interactions, donc concernant la modalité Veratera, on observe un nombre un peu plus important de nodules racinaires, donc apparemment une stimulation de la mise en place de cette nodulation. Concernant ce produit, on n'a pas d'effet notable sur la mise en place de la mycorhisation au niveau des racines et pas d'effet sur le contenu en protéines des sols qui est reconnu comme étant fortement relié à la quantité de glomaline, qui est une protéine spécifique des champignons mycorhiziens actifs. Donc, si nous n'avons pas d'effet, c'est qu'il n'y a pas eu de stimulation particulière de ces mycorhizes. Concernant le produit Veralif, on n'a pas d'effet notable sur la mise en place de la nodulation racinaire, et on a plutôt une diminution de la fréquence et de l'intensité de mycorhisation, de même que de l'abondance des arbuscules présents dans les racines. Pourtant, on constate une bonne croissance des plantes, il n'y a pas de contrainte sur la nutrition. On en a conclu que les éléments nutritifs devaient être suffisamment à disposition dans le sol pour ne pas nécessiter une forte mise en place de la mycorhisation. Concernant cette glomaline spécifique des champignons mycorhiziens, on constate une quantité un peu plus importante de cette protéine qui est reconnue aussi comme jouant un rôle très important dans la structuration du sol et donc pouvant améliorer la qualité du sol. Nous avons ensuite regardé les contenus chimiques, principalement d'azote et de phosphore dans les sols. Pour la modalité Veratera, on a une hausse des teneurs en phosphore assimilable, donc potentiellement une stimulation de la solubilisation, soit par l'action des micro-organismes exogènes donc contenus dans le produit, soit par stimulation des communautés natives déjà présentes dans le sol. On a aussi une légère hausse donc de l'azote minéral, donc potentiellement une activation de la voie de minéralisation de l'azote organique. Et puis on a mesuré aussi le POX, donc qui est le carbone oxydable au permanganate. Et ici on ne constate pas d'effet sur cet indicateur. Alors, cet indicateur il est très intéressant parce que il a été montré qu'il est associé à une bonne santé des sols et à une bonne productivité des cultures. Donc ici on n'a pas d'impact particulier sur cette mesure de carbone. Concernant la modalité Veralif, donc à droite, on a de la même façon une hausse des teneurs en phosphore assimilables, donc potentiellement cette même stimulation de la solubilisation. De la même façon pour l'azote minéral, mais cette fois-ci, on observe également une hausse de la teneur en carbone oxydable,
Donc, comme je vous l'ai dit, qui serait un indicateur associé à la santé des sols et à la productivité des cultures, donc plutôt un impact positif de l'application des produits. Enfin, concernant les communautés microbiennes associées, pour la modalité Vera-Terra, on constate une légère stimulation de l'abondance fongique, qui sont reconnus comme ayant un rôle bénéfique pour la productivité des cultures. Nous n'avons pas observé de symptômes particuliers en lien avec la présence de pathogènes. Donc, c'est plutôt une bonne chose dans ce cas-là, cette augmentation de l'abondance fongique. Et puis ici, je vous ai représenté les activités enzymatiques. Donc, on en a investigué 5. L'activité bêta-glucosidase, qui est en lien avec le cycle du carbone, donc le cycle de la matière organique. L'activité N-acétylglucosaminidase, ou NAG, qui est en lien à la fois avec le cycle du carbone, mais surtout en lien avec le cycle de l'azote, donc la minéralisation de l'azote. Une activité arylsulfatase en lien avec le cycle du soufre, et 2 activités phosphatases, donc en lien avec le cycle du phosphore. On constate une légère augmentation ici avec le produit Vera-Terra, des activités NAG, des activités phosphore acide et de l'activité arylsulfatase. Donc, comme je viens de vous le dire, en lien avec les cycles des nutriments azote, phosphore et soufre, et donc potentiellement contribuant à la nutrition des plantes. Concernant le produit Veralif, on a de la même façon une légère augmentation de l'abondance fongique, donc ce même potentiel rôle bénéfique pour la productivité des cultures. On observe également une légère stimulation de l'activité bêta-glucosidase, qui est reconnue comme agissant à l'amélioration des processus de recyclage du carbone. Je ne sais pas pourquoi il y a un B, je ne suis pas allée assez loin dans l'alphabet. Donc bénéfique également effectivement à la santé des plantes. Et une légère stimulation également des activités NAG, donc en lien avec le cycle de l'azote, PAC en lien avec le cycle du phosphore et arylsulfatase en lien avec le cycle du soufre. Donc à nouveau, contribuant à la nutrition des plantes. Si l'on regarde maintenant les résultats obtenus post-récolte, pour voir un peu quelle est la résultante de l'application de ces produits sur l'état général du sol, on constate qu'il n'y a pas vraiment de différence concernant les contenus en azote et en phosphore. Ce qui est conservé dans les 2 cas, c'est cette abondance fongique plus importante. Donc potentiellement un rôle en lien avec les fonctions reliées à ces champignons, peut-être vis-à-vis de la dégradation des résidus de culture. Donc un potentiel bénéfice pour la suite de ce sol. Et concernant les activités enzymatiques, on ne constate pas de différence par rapport au contrôle non traité. Si on s'intéresse maintenant à la structure et à la diversité des communautés microbiennes, donc tout d'abord des communautés bactériennes, donc ces communautés, elles ont été étudiées par séquençage au débit, donc selon une approche métabarcoding. Et vous avez ici une représentation graphique de type analyse en coordonnées principales sur la base de la matrice des OTO-bactériens, donc de tous les espèces, entre guillemets, présentes dans les sols. La première chose qu'on constate, ici vous avez pour T0, pour T intermédiaire et pour T final. Et vous avez les modalités témoins non traités TNT, VT pour Vera-Terra et VL pour Veralif. La première chose qu'on peut noter, c'est qu'il y a une différence marquée entre les 3 temps de prélèvement. Donc ça, c'est quelque chose qui est connu. Effectivement, il y a une dynamique des micro-organismes en fonction de la saisonnalité et en fonction aussi du développement des plantes. La seconde chose, c'est que à T0, les ellipses sont très proches les unes des autres, donc il y a une certaine similarité des communautés bactériennes, ce qui est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que notre essai est suffisamment randomisé pour que les résultats soient exploitables. On constate ensuite à T intermédiaire une forte distinction des structures bactériennes, donc là une séparation des 3 modalités. Et cette séparation, elle est encore existante, mais un peu plus ténue à T final, puisqu'elles vont se séparer uniquement selon l'axe 2, qui n'explique que 9% de la variation, contre 42% pour l'axe 1. Si on regarde plus précisément la richesse, la diversité, mais aussi l'équitabilité de ces communautés, on constate qu'il n'y a pas d'effet notable des traitements, donc à T intermédiaire et à T final, sur la richesse spécifique.
Voilà, il n'y a pas de différence significative. Concernant la diversité spécifique, on constate une diversité spécifique un peu moins importante pour la modalité Vera-Terra à T intermédiaire, mais il faut rester prudent quant à cette observation puisque déjà à T0, on avait une diversité spécifique qui tendait à être légèrement plus faible également. Ça pourrait être soit en lien avec ces diversités légèrement plus faibles à T0, mais aussi peut-être tout simplement une spécialisation un peu plus importante du microbiote. En tout cas, il n'y a pas d'impact négatif sur la croissance des plantes. On retrouve cette plus faible valeur en termes d'équitabilité, l'équitabilité représentant le fait qu'une communauté soit, s'il n'est pas très équitable, elle est dominée par quelques populations très majoritaires et les autres sont très minoritaires. Lorsqu'une communauté est plus équitable, les populations ont toutes à peu près les mêmes abondances, ce qui est le signe, d'après les études, d'une communauté microbienne plus résistante, plus résiliente et qui permet de soutenir au mieux la croissance des plantes. Par la suite, nous avons mis en évidence les genres bactériens pour lesquels l'abondance relative allait présenter une différence significative entre le témoin non traité et les modalités traitées à T floraison. Donc sur la gauche, vous avez les genres microbiens, les genres bactériens, pardon, pour lesquels on observe une abondance relative significativement plus importante pour la modalité, donc sur la gauche Vera-Terra, et sur la droite pour la modalité Vera-Leaf. Si on regarde un peu ces fonctions putatives de ces genres, on se rend compte que la plupart sont en lien avec les cycles des nutriments, donc ce qui nous conforte dans le fait que les produits ont pu stimuler des populations bactériennes qui vont agir sur la mise à disposition des nutriments dans le sol et donc sur la nutrition des plantes et favoriser ainsi le développement de la lentille. On peut également mettre en évidence des genres bactériens pour lesquels on a une diminution significative de l'abondance relative entre la modalité non traitée et les modalités traitées. Et lorsqu'on regarde, il s'agit aussi également parfois de populations en lien avec le cycle des nutriments. Mais à nouveau, nous n'observons pas d'impact négatif sur la croissance, donc il semble que l'application des produits ait permis une gestion des équilibres microbiens dont la résultante semble être malgré tout en faveur de la croissance de la lentille. Si on s'intéresse maintenant à la structure et à la diversité des communautés fongiques, donc de la même façon par une représentation en coordonnées principales, donc, ce qu'on constate, c'est que on a une similarité des populations à T0. Les ellipses ne sont pas séparées. Les communautés observées à T intermédiaire sont différentes de celles de T0. Donc, il y a une adaptation au fait que la plante était présente. Il y a une très légère distinction, mais beaucoup moins marquée que pour les communautés bactériennes entre les trois modalités. Et puis, à T final, on a une sorte de retour à l'état initial. Donc, on se rapproche de ce qui était observé à T0, il n'y a pas de distinction forte entre les trois modalités. Si l'on regarde les indicateurs de diversité, concernant la richesse spécifique, la principale observation est une diminution de la richesse spécifique à T intermédiaire par rapport à T0 et à T final. De la même façon, une diminution de la diversité spécifique et une diminution de l'équitabilité, sans distinction très importante, très significative entre les trois modalités. Donc ceci serait le signe d'une spécialisation des populations fongiques associées à la plante, ce qui est couramment observé dans la littérature. Et à nouveau, il n'y a pas d'impact négatif sur la croissance des plantes, donc cette spécialisation reste au bénéfice de la croissance de la lentille. Lorsqu'on regarde les genres fongiques pour lesquels les abondances relatives sont modifiées entre la modalité non traitée et les modalités traitées, on constate principalement qu'on va diminuer certaines populations décrites parfois dans la littérature comme pathogènes, que ce soit dans le cas de Vera-Leaf ou de Vera-Terra, et donc ce serait cette diminution qui aurait pu avoir un impact bénéfique. Alors c'est pas forcément des pathogènes associés à la lentille, ou qui vont impacter la lentille, mais cette diminution pourrait avoir un bénéfice pour potentiellement la culture suivante.
Donc en conclusion générale, alors je présente pas les résultats obtenus à T final parce que il me faudrait beaucoup plus de temps, mais c'était pas les mêmes populations, donc on avait encore d'autres populations qui étaient diminuées et qui avaient des potentialités pathogènes, donc un effet bénéfique en lien avec ces produits. En conclusion générale, donc les effets observés suite à l'application des produits restent modestes, mais sont malgré tout perceptibles sur la croissance de la lentille. On a des effets intéressants sur le rendement final. Et on a pu mettre en évidence une simulation de l'abondance fongique totale, des modifications de la structure des communautés microbiennes et surtout la promotion de fonctions d'intérêt avec une amélioration des processus de minéralisation et de solubilisation des nutriments et un recrutement de populations qui serait bénéfique pour la croissance des plantes. La question auquel nous n'avons pas pu répondre à travers ces expérimentations, c'est est-ce que le produit Veraterra qui est appliqué directement au sol va agir directement sur les communautés microbiennes natives du sol, alors que potentiellement le produit Veralif pourrait agir via une modulation des exudats racinaires. Ça, nous ne sommes pas en mesure d'y répondre et ça mériterait un peu plus d'investigation. Donc en perspective de ce travail, bien évidemment, ce serait de tester l'impact de ces produits sur le métabolisme des plantes, d'un point de vue modulation des exudats racinaires, de production de métabolites, quel va être le rôle dans le recrutement des micro-organismes associés. Un autre travail, ce serait de pouvoir observer quelle est la reproductibilité de ces résultats en fonction des typologies des sols, des variétés qui vont être cultivées de lentilles. Quelle est la persistance des effets suite à l'apport des biostimulants? Quelle va en être la conséquence sur la culture suivante? Et puis, en cas de traitement récurrent sur les parcelles, quelles vont en être les conséquences? Est-ce que ces applications peuvent constituer des pratiques d'intérêt pour pouvoir gérer les équilibres microbiens favorables à la croissance des plantes? Voilà. Merci. Je vous remercie pour votre attention et je reste à disposition pour les questions un peu plus tard. Merci beaucoup. Merci Mélanie. Donc comme je disais dans le fil de messages, nous prendrons les questions à la fin des 3 présentations. Donc vous pouvez aussi les écrire si vous désirez dans le fil. Maintenant, David Lafont va pouvoir présenter. Donc David est ingénieur à l'Institut français de la vigne et du vin depuis 2008. Il a commencé à travailler sur les problématiques éco-phyto, en particulier sur des approches systèmes. Ces approches l'ont amené à travailler sur la conception des systèmes agricoles, en particulier à travers l'animation d'ateliers de conception, et ont éveillé son intérêt pour les démarches participatives et l'intelligence collective. Aujourd'hui, il intervient sur des thématiques variées, toujours sur éco-phyto, mais également sur l'adaptation au changement climatique ou la santé des sols, comme facilitateur des démarches collectives. Donc, David va essayer de partager son... Voilà, très bien. Merci David. Bien. Alors, David, sur la santé des sols. Ah, ça y est. Donc, à travers le... C'est bon, vous m'entendez? Oui, oui. Donc voilà, je vais vous présenter une... Allô, David? Marche plus David. des sols qui s'inscrit. Ah. David, Oui. Ça coupe. Du coup, peut-être enlever votre caméra. Alors, je veux bien. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Donc, le projet que je vais vous présenter, le projet qui s'appelle Living Soil, c'est un projet européen. On travaille sur la santé des sols à une approche plus macro. Alors, ce projet s'inscrit dans la mission Impact pour des sols sains en Europe, qui est une des 5 grandes missions de l'Union européenne. Donc, les missions de l'Union européenne sont des missions transversales qui ne relèvent pas de la compétence d'un service ou d'un domaine particulier. Il y en a une autour de l'eau et des mers, il y en a une autour des villes du futur, une autour de la santé des sols.
Il y en a une autour du cancer et puis la dernière autour du réchauffement climatique. Voilà, pour vous donner un peu une idée des différentes missions transversales de l'Europe. Et donc la santé des sols est une de ces missions-là. L'objectif étant d'assurer la transition vers des sols sains d'ici 2030. C'est une mission qui est au cœur du pacte vert européen et qui doit permettre de relever le défi du changement climatique et de la dégradation environnementale. Cette mission, elle repose sur 8 objectifs qui ont été définis de manière générale pour les sols européens. Donc réduire la désertification, préserver et augmenter le stock de carbone organique du sol, stopper l'imperméabilisation du sol et augmenter la réutilisation du sol urbain, réduire la pollution des sols et favoriser leur restauration, prévenir l'érosion, améliorer la structure du sol pour favoriser sa biodiversité, réduire l'empreinte globale de l'Union européenne sur les sols et accroître la connaissance des sols au sein de la société. Donc ces 8 objectifs-là, ils ne concernent pas que les sols agricoles, ils concernent tous les types de sols en Europe, donc aussi bien agricoles qu'urbains ou forestiers. Et donc le moyen privilégié par l'Union européenne pour cette mission sol, c'est de mettre en place des Living Labs et des sites phares. Donc 100 Living Labs et sites phares sont prévus dans le cadre de cette mission sol. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Living Lab ? C'est un écosystème innovant conçu pour promouvoir l'innovation collaborative en contexte réel, regroupant différents acteurs pour co-concevoir, évaluer et affiner de nouvelles technologies et pratiques en agriculture. Les mots-clés là-dedans sont en gras. Plus concrètement, ça va se traduire comment ? D'abord, par le fait qu'un Living Lab, c'est un réseau multi-acteurs. On va essayer de rassembler en fait autour de la table l'ensemble des acteurs qui peuvent être intéressés par la santé des sols sur un territoire donné. Ensuite, il y a une démarche qui s'appuie sur la co-création. On va concevoir ensemble des solutions aux problématiques posées. C'est grandeur nature, donc c'est dans la vraie vie, c'est pas de l'expérimentation en labo ou sur parcelle expérimentale, mais c'est bien des choses mises en place chez les acteurs économiques en conditions réelles. Et c'est centré sur l'utilisateur, c'est-à-dire qu'on va prendre l'utilisateur final au cœur du dispositif et on va travailler principalement pour lui. Quelques principes fondamentaux du fonctionnement d'un Living Lab, la participation, l'idée étant que les gens qui vont aller dans le Living Lab vont s'engager. La coélaboration, on va construire ensemble. La gouvernance, c'est important et c'est un Living Lab, c'est quelque chose qui va être qui est une structure qui doit être autonome à terme. Donc là, on est dans le cadre d'un projet européen, mais à terme, les Living Labs qui vont être construits dans le cadre de ce projet européen vont devoir vont perdurer de manière autonome. Et donc ça implique de s'organiser. Et puis l'apprenance, le fait qu'on apprend à apprendre, ça veut dire que chacun va on n'est pas dans un espace, dans une vision descendante où il y a des apporteurs de solutions et des gens qui vont récupérer les solutions et les appliquer, mais bien un échange et une construction collective des solutions. Le contexte étant posé, je vais passer au projet Living Soil plus précisément. Alors la méthode qui est proposée dans le projet Living Soil, c'est co-concevoir et co-expérimenter les solutions pour réduire l'érosion, réduire l'impact de l'usage intensif de pesticides et d'engrais, augmenter le stockage de l'eau, améliorer la biodiversité et la résilience globale des sols. Et je rajouterai en culture pérenne. Donc on va travailler sur des cultures pérennes en priorité. Le projet est coordonné par l'université de Trás-os-Montes et Alto Douro, donc qui est au Portugal, à Vila-Real, avec 5 Living Labs donc qui ont été identifiés. Un premier donc au Portugal et en Galice, piloté par l'UTAD, qui va travailler sur la viticulture et les oliviers. Le second en Espagne, piloté par l'université de Rennes, donc en Andalousie, qui va travailler sur les oliviers. Le troisième en France, donc piloté par l'Institut français de la vigne et du vin, et donc par moi-même en viticulture, sur les 2 régions des Pays de la Loire et du Beaujolais. Un
quatrième en Italie, donc dans le Piémont, sur l'université de Turin, piloté par l'université de Turin, pardon, sur la vigne, les noisettes et les châtaignes, pardon. Et le dernier en Pologne, donc piloté par l'université de Varsovie, sur les pommes. Donc sur les autres 5 Living Labs, il va travailler ensemble à chaque fois sur la qualité des sols sur les cultures donc concernées, avec donc une mise en commun de méthodologies pour travailler là-dessus. Alors comment ça s'organise? Il y a un grand nombre de partenaires dans ce projet, parce que ce sont des projets collaboratifs, avec donc vous allez voir des nombres de partenaires qui sont assez différents en fait en fonction des Living Labs pour l'instant. On est dans une phase encore assez préliminaire, puisque le projet a démarré il y a moins d'un an. Le Living Lab, donc luso-galicien, donc en Portugal et Galice, a déjà recruté avait déjà dès le départ en fait un grand nombre de partenaires. C'est également vrai pour le Living Lab andalou et le Living Lab du Piémont. Et ensuite, les deux Living Labs polonais et français, on a beaucoup moins de partenaires au départ, puisque ce sont des sites qui ont été identifiés plus tard dans la construction du projet, et donc avec un déphasage dans le temps, en fait, hein, dans la mise en place des Living Labs. On a des partenaires transversaux, et ensuite, on a des partenaires qu'on appelle partenaires associés, qui sont en fait des partenaires non financés par l'Union européenne, et donc mais qui vont participer au projet. Alors, la structure du projet, elle s'appuie sur différentes actions. Une première action, donc un work package en anglais, donc sur la gestion globale du projet, le pilotage du projet. Ensuite, on a deux actions qui sont des actions un peu amont pour la vie des Living Labs. Une première action, donc action 2, qui travaille sur la méthodologie Living Lab elle-même, et qui est là pour nous accompagner sur c'est quoi animer un Living Lab, comment on peut arriver à avoir des résultats dans un Living Lab. Et puis l'action 3, qui travaille plus sur la question sol, et donc ça travaille sur les méthodes à utiliser pour analyser les sols et l'identification des problématiques dans les différents sites expérimentaux sur lesquels on va travailler. On a un Work Package 4 qui est la mise en place à proprement parler des Living Labs. Et puis, donc là, dans lequel on va concrètement aller sur le terrain, rencontrer les acteurs, animer les acteurs, mettre en place des sites expérimentaux. Et un Work Package 5 plutôt aval sur notamment tous les aspects de modèle économique des Living Labs. Alors à la fois les modèles économiques des innovations qui peuvent être produites par le Living Lab, et puis le modèle économique des Living Labs eux-mêmes, puisque comme je vous l'ai dit, ce sont des structures qui sont destinées à durer au-delà de la durée du projet, donc des 4 ans du projet. Il faut donc que ces structures trouvent aussi un modèle économique. Et puis une dernière action sur plutôt les aspects de communication interne et externe dans le projet. Quels enjeux on va travailler dans Santé des sols? Je vous ai présenté les 8 enjeux tout à l'heure, hein, imaginés par l'Union européenne. On ne va pas travailler sur ces 8 enjeux. On les retrouve là en colonne à gauche. Et donc, en fonction des Living Labs, vous voyez qu'on a identifié 3 ou 4 enjeux à chaque fois qui vont être travaillés. Donc en France, par exemple, c'est un enjeu autour de l'érosion, un enjeu autour de la structure des sols et de la biodiversité, et puis un enjeu autour de la connaissance des sols dans la société. Donc ce sont ces objectifs-là sur lesquels on va travailler plus particulièrement. On a des objectifs plus quantitatifs dans le projet, en termes de nombre de sites expérimentaux à mettre en place. Alors là, ce sont les chiffres. En début de projet, on avait 20 sites expérimentaux identifiés dans le Living Lab luso-galicien, par exemple, avec un objectif de 20. En France, on n'avait pas identifié au moment du montage, et donc objectif de 10. Et puis un nombre de partenaires, voilà, qui est monté avec l'objectif, vous voyez, d'augmenter aussi le nombre de partenaires et la participation dans les Living Labs. On a un support financier à des parties tierces qui est possible, et donc avec un appel à projet interne en cours. Donc là, vous pouvez aller voir
sur le site de Living-Sol, donc un appel à projet qui est d'ailleurs dédié uniquement au Living Lab français et polonais pour intégrer des nouveaux partenaires, et en particulier des partenaires qui pourraient amener des nouveaux sites expérimentaux dans les deux régions concernées. Le Living Lab français, qu'est-ce qu'on a fait pour rendre les choses un petit peu plus concrètes jusqu'aujourd'hui? On a commencé par un webinaire de présentation du projet au mois de septembre, qui nous a permis d'identifier un certain nombre de partenaires potentiels. On a fait une première rencontre avec ces partenaires en novembre pour leur présenter le projet, pour déterminer donc dans les deux régions, Pays de la Loire et Beaujolais, les enjeux locaux, sur quoi est-ce qu'ils voulaient travailler plus spécifiquement, au-delà des grands enjeux que j'ai évoqués tout à l'heure. Et on a travaillé sur la cartographie des acteurs pour identifier, voilà, dans le tour de table, s'il nous manquait des personnes qui pourraient être intéressantes d'associer. On a fait une deuxième rencontre en début d'année pour travailler plus spécifiquement donc sur la notion de site expérimental et commencer à discuter solutions techniques, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place dans les différents sites expérimentaux. Et on est actuellement au stade d'identification des sites expérimentaux, de faire les premières analyses de sol sur ces sites, donc avec un point zéro là, qui va être fait courant avril. Et puis on a également donc cet appel à projet, l'open call, qui est en cours et qui va nous permettre de compléter en fait notre dispositif. Alors, il y a ce dispositif, cet open call qui peut permettre de raccrocher des partenaires au Living Lab, mais ça reste des structures ouvertes de toute façon. Donc pour des acteurs qui souhaiteraient participer dans les deux régions concernées sur la viticulture à ces démarches-là, je vous invite aussi à vous rapprocher de nous, même si vous ne rentrez pas dans les cases de l'appel à projet. Est-ce que vous avez la question, on les prendra tout à l'heure, donc c'est bien. Oui. Bien retenu. Donc voilà, il me reste à vous remercier. Merci beaucoup, David, pour cette présentation de ce beau projet impliquant les 5 pays européens, d'après ce que j'ai vu. Maintenant, on va avoir si vous pouvez arrêter, voilà, partage, très bien, merci. Nous allons avoir la présentation d'Aude Luzzetti. Aude est ingénieure en horticulture formée à l'Institut national d'agriculture d'Angers. Elle a commencé sa carrière comme enseignante en technique et technologie horticole avant de se spécialiser en tant que chargée de mission de recherche et développement pour une entreprise qui produit des mini-légumes. Elle travaille en expérimentation depuis 2013. Elle a intégré la SICA Centrex, un institut de recherche, en 2016, où elle occupe le poste d'ingénieur expérimentation maraîchage et arboriculture fruitière. Elle travaille notamment sur les itinéraires techniques, la protection sanitaire des cultures, le matériel génétique, l'irrigation, etc. Aude, est-ce que vous arrivez à partager votre présentation? Oui, je vais le faire. Très bien. Hop, voilà, ça devrait arriver. Voilà. Est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Oui, très bien. On vous entend bien. Merci. Ok. Donc moi, je vais vous présenter les résultats du projet Sovimed, qui est un projet qui a été fait de 2019 à 2022 et qui s'appelait Sol vivant maraîcher en région méditerranéenne. Donc c'est un projet qui a été mis en place par 3 structures. Donc le Civam Bio 66, qui est une association qui a mis en place des essais en culture bio sous abri, avec des rotations maraîchères type melon, salade, aubergine, qui se situe sur les Pyrénées-Orientales. Sudexpé, qui est une station expérimentale au niveau de l'Hérault, qui travaille essentiellement les rotations melon, céréales de plein champ, et la SICA Centrex, donc station d'expérimentation à côté de Perpignan, qui cultive des cultures maraîchères de plein champ, avec essentiellement de l'artichaut, de la pastèque, des salades et des choux. Donc le projet a débuté en mars 2019 et il s'est clôturé en février 2023. Il a duré 4 ans. Il a été cofinancé par les fonds européens du FEADER
et l'Agence de l'eau en relation avec la région Occitanie. Le budget total du projet, c'est de 194 000 € et il a été financé à hauteur de 80%. Donc au niveau du contexte, pourquoi est-ce qu'on a souhaité travailler le non-travail du sol en région méditerranéenne? Parce qu'en fait, au début du projet, il y a plusieurs mouvements en fait qui prônent le non-travail du sol, mais en fait, on avait peu de données scientifiques sur les bénéfices supposés de ces pratiques. Donc on souhaitait en fait apporter des références. On avait peu ou pas d'impact d'études sur l'impact technico-économique sur les exploitations par rapport à des pratiques qui prônent plutôt le travail du sol. On avait un manque de références en maraîchage sur les conséquences, enfin les résultats. Et c'est une pratique qui était très développée en grande culture, mais qui a quand même des contraintes au niveau du désherbage qui pouvaient poser des problèmes en maraîchage. Donc, et surtout, on a beaucoup d'expérimentations qui sont faites, mais qui souvent sont sans témoin ou sans gestion différenciée entre les parcelles en travail du sol et en non-travail du sol. Et donc, on souhaitait nous mettre en place des expérimentations comparatives pour voir les bénéfices de cette pratique. Donc, pour répondre à ces problématiques, on a souhaité travailler en agriculture biologique sous abri. Donc, l'objectif était d'améliorer la fertilité du sol et la rétention en eau et des éléments minéraux, notamment dans le contexte des régions du sud de la France qui sont soumises à la sécheresse en période estivale. Sur l'artichaut de plein champ, au niveau du Roussillon, on avait des soucis pour gérer l'enherbement et on souhaitait éviter le rebutage des plants, qui est un frein au passage des cultures en goutte à goutte. Donc on a souhaité étudier le non-travail du sol pour gérer ces problématiques. Et on a souhaité aussi travailler le non-travail du sol pour améliorer la résistance au battage dans un secteur qui est soumis en fait aux épisodes pluvieux extrêmes. Et en melon de plein champ, les trois problématiques étaient de repenser la culture pour insérer le melon sur les parcelles en rotation avec des céréales. Donc en céréales, la pratique de la réduction du travail du sol est ancrée depuis plusieurs années et on souhaitait voir si on pouvait intégrer le melon sur ces parcelles de manière à faire tourner les rotations. On souhaitait préserver la qualité des sols et limiter l'érosion et le lessivage de l'azote et améliorer l'efficience de l'eau, toujours sur culture de melon. Donc notre objectif au niveau de notre projet, c'était d'acquérir des références technico-économiques, d'élaborer des itinéraires techniques viables pour les agriculteurs, d'étudier l'impact du non-travail du sol sur la rentabilité de l'exploitation, l'environnement, sur la résilience des parcelles, mais aussi sur la biodiversité et la consommation des intrants et de l'eau. Donc pour ça, on a mis en place sur 3 sites expérimentaux différents une expérimentation comparative avec 2 modalités en gestion différenciée, une modalité en parcelle de sol travaillée et une modalité en parcelle de sol non travaillée. Donc les cultures étudiées, c'était les cultures adaptées aux problématiques de chaque station d'expérimentation. Donc le melon dans l'Hérault, la salade, l'artichaut, la courgette, la pastèque, la courge, le chou et l'aubergine dans les Pyrénées-Orientales. Alors, au point de départ, les hypothèses qu'on voulait valider, c'était les hypothèses qui sont souvent avancées pour le non-travail du sol. Donc, on voulait valider qu'effectivement, le non-travail du sol permettait la diminution des besoins en eau, en matière fertilisante et en herbicides. Valider l'hypothèse que le non-travail du sol permettait de diminuer les temps de travaux et la pénibilité du travail, permettait de diminuer la consommation énergétique, que le non-travail du sol améliorait la qualité du sol, notamment liée à l'érosion, qu'il permettait de préserver la biodiversité, donc tout ce qui était vers de terre et vie microbienne, qui permettait aussi d'améliorer la productivité du sol, le stockage du carbone, et que c'était des systèmes économiquement viables. Donc au niveau des indicateurs pour pouvoir évaluer ces hypothèses et répondre à ces questions, on a utilisé plusieurs types d'indicateurs. Donc on a utilisé des indicateurs agronomiques, donc la vigueur des plantes, les rendements, les calibres, les taux de sucre, la précocité et les pourcentages de pertes sur chaque culture. On a utilisé des indicateurs de résilience des parcelles, donc on a étudié l'infiltration de l'eau, la réserve en eau utilisable dans le sol qu'on a mesurée,
la capacité du sol à fixer les éléments minéraux, le stockage du carbone. On a évalué les niveaux d'infestation, maladies et ravageurs des sols. Et on a étudié aussi la biodiversité, donc le nombre de vers de terre, la vitesse de dégradation des matières organiques, donc avec des tests simples type test SLIP et test T, et l'abondance des insectes rampants. Et pour étudier l'état du sol, on a étudié essentiellement la stabilité du sol, sa densité apparente, et on a fait des mesures de température et d'humidité. Au niveau économique, on a utilisé des indicateurs, les temps de travaux, les indices de traitement et la consommation en eau. Donc au niveau des résultats, au niveau agronomique, ce qu'on a constaté, c'est qu'on a une vigueur plus faible des plants en plein champ. On a à peu près une perte de 30% de vigueur en plein champ qui est beaucoup moins marquée sous abri. Donc là, je vous montre des photos comparatives des parcelles avec le sol travaillé et le sol non travaillé. Donc dans la présentation W, c'est sol travaillé et NT, c'est sol non travaillé. Donc là, je vous ai mis des photos sur Pastèque et sur Butternut. Donc à gauche, vous avez le sol travaillé et à droite, le sol non travaillé. Là, on voit que sur Butternut, on voit la grosse différence de vigueur entre les plants en sol travaillé et en sol non travaillé, et idem sur Pastèque. À gauche de l'écran, je vous ai mis les résultats sous abri, avec la courgette non travaillée en haut et la courgette travaillée en bas. On voit qu'il y a une légère de vigueur sur la courgette non travaillée, mais qui n'est pas aussi visible qu'en plein champ. Ensuite, au niveau de la précocité, ce qu'on a constaté, c'est que sur tout ce qui était légumes, fruits, on avait une précocité retardée, notamment sous abri, et avec des rendements inférieurs en plein champ d'à peu près 26% en moyenne sur l'ensemble des cultures cultivées en plein champ. Sous abri, on n'a pas constaté de perte de rendement, ou très léger. Par contre, on constate une perte de calibre de l'ordre de 3 à 4% en moyenne, sauf si les parcelles sont irriguées 1,5 fois à 2 fois plus que la parcelle travaillée. On n'a pas vu d'incidence du non-travail de sol sur les taux de sucre et la qualité des produits. Et par contre, ce qu'on a constaté, c'est que le taux d'azote était inférieur dans les plantes en non-travail du sol. Donc ce qu'on constate par rapport au chiffre d'affaires possible en non-travail du sol, la perte de chiffre d'affaires est significative en plein champ par rapport à un sol travaillé. Par contre, il a été moins marqué sous abri. Au niveau de la santé des cultures, on a observé une prolifération des rongeurs du sol sur le sol non travaillé, mais avec une maîtrise possible. Donc avec un impact possible, mais qui peut se maîtriser assez facilement. Ce qu'on a constaté surtout, c'est que le besoin en irrigation est beaucoup plus important dans le sol non travaillé pour garantir les rendements, et que les apports d'eau doivent se raisonner d'une façon différente d'un sol travaillé. Donc avec des apports d'eau qu'il faut fractionner et donc mettre moins d'eau, mais beaucoup plus fréquemment en raison du changement structurel du sol. En plein champ, on a constaté aussi une faim en azote, notamment sur les parcelles qui ont reçu des engrais verts en couverture ou des apports de matière organique. Donc ça, c'est des problématiques qui, dans le cadre du projet, on a estimé qu'il fallait encore le travailler pour pouvoir poursuivre dans cette dynamique. On observe aussi un tassement du sol avec une plantation très difficile dans un sol non travaillé et des levées de graines aléatoires. C'est ce qui nous amène à nous dire qu'en fait, il faut peut-être pas travailler le non-travail du sol strict, mais plutôt une réduction du travail du sol. Au niveau de la résilience des parcelles face aux aléas climatiques, donc face à l'érosion et au vent, ce qu'on constate, c'est une meilleure stabilité structurale du sol. Là, je vous ai mis une photo avec un sol travaillé à gauche et un sol non travaillé à droite. On voit que le sol non travaillé à droite ne se dissout pas dans l'eau. Il y a une meilleure stabilité structurale, ce qui permet de limiter l'érosion par le vent et le ravinement par les pluies, qui sont très fréquents au climat méditerranéen. On observe aussi moins de croûte de battance.
donc avec une résilience face aux fortes pluies plus importante pour le sol non travaillé. Là, c'est ce que je vous montre ici. Par rapport aux pluies méditerranéennes, on observe une meilleure infiltration de l'eau dans le sol. Le graphique vous montre en fait la quantité d'eau infiltrée en millimètres et le temps qu'il faut pour l'infiltrer. Donc pour infiltrer 68 mm d'eau sur un sol travaillé, il faudrait à peu près 108 minutes. Sur un sol non travaillé, en 33 minutes, les 68 mm sont absorbés. C'est ce qu'on observe sur ces photos, avec à droite en fait un sol non travaillé qui juste après une pluie a déjà absorbé l'eau et on peut marcher sur le sol sans s'enfoncer, alors que sur la photo de gauche, l'eau reste stagnée en surface et on s'enfonce dans le sol. Le sol arrive moins à absorber l'eau. Donc ça permet en fait d'avoir moins de variations extrêmes du sol en saturation sécheresse sur un sol non travaillé. Par rapport à la sécheresse, ce qu'on a observé, c'est que le sol non travaillé s'asséchait plus lentement. On a observé une augmentation de la réserve utile. Et sous abri, en général, le climat était plus frais sur les sols non travaillés que sur les sols travaillés en été. Et là, je vous montre une photo d'un sol. Alors à gauche, vous avez le sol travaillé et à droite, le sol non travaillé. C'est une photo qui a été prise le 10 mai 2023, donc a été prise dans les Pyrénées-Orientales, qui était alors sous l'emprise d'une sécheresse assez importante. Il y a un engrais vert qui a été semé à l'automne 2022, sans irrigation. Et ce qu'on constate, c'est que la vesse à droite a levé et était verte au 10 mai, alors qu'à gauche, elle n'a pas levé et sur le sol travaillé, en fait, elle n'a pas poussé. Donc je précise que c'est sans irrigation et c'est en période de sécheresse. Donc on voit quand même qu'il y a une certaine résilience du sol non travaillé en termes de sécheresse. Au niveau de la biodiversité, ce qu'on observe, c'est qu'il y a plus de vers de terre dans les sols non travaillés. Il y a aussi plus de rongeurs, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut trouver des solutions pour pallier le problème. Il y a un constat très important, c'est la diminution du Cyperus rotundus, du souchet, qui est une plante invasive en fait, dont on a du mal à se débarrasser une fois qu'elle est implantée dans les sols. Donc le fait de ne pas travailler le sol, ça permet de réduire énormément le Cyperus sur les parcelles qui sont infestées, mais par contre, on a plus de liserons qui se développent. On observe une diminution de l'impact des nématodes à gales. Là, vous avez une cartographie qui a été faite au CIVAM Bio 66 sur culture de courgettes en 2022. Donc là, on a récupéré tous les plants de courgettes en fin de culture et on a observé en fait les dégâts de nématodes sur les racines. Et on constate que là, sur la parcelle non travaillée, il y a quand même beaucoup moins de plants attaqués par les nématodes que sur la parcelle travaillée. Au niveau des tests qu'on a fait sur la dégradation des slips, donc c'est des slips qui sont placés dans le sol et qui sont laissés entre 1 à 3 mois dans le sol. On constate que sur la parcelle non travaillée, le slip est dégradé beaucoup plus rapidement, ce qui montre une plus forte activité biologique du sol. Et par contre, pour les tests T, les résultats ont été un peu plus variables. Donc sous abri, on a une tendance à avoir plus de maladies cryptogamiques, par contre, ce qui est l'inverse en plein champ. En plein champ, on a moins de maladies cryptogamiques. Au niveau de la pression ravageur, elle est un peu plus importante sous abri, mais on n'a pas observé d'effet en plein champ. Et au niveau de la composante biologique du sol, l'amélioration a été limitée sous abri. Donc sous abri, on a une nécessité d'augmenter les apports de matière fraîche pour améliorer l'état biologique du sol. C'est un peu le frein qu'on a eu sur ces essais. Nos observations sont quand même à consolider. Voilà. Par rapport au changement climatique, on a fait un calcul du stockage du carbone sur les cultures de plein champ. Donc globalement, on a eu, grâce aux apports de matière organique faits sur les essais, plus 50 tonnes par hectare stockées pour le non-travail du sol, alors qu'on a eu que plus 39 tonnes par hectare pour le travail du sol. Donc on a quand même un peu plus de stockage du carbone sur le sol non travaillé. On a une augmentation de 11 tonnes par hectare, donc ce qui correspond à peu près 28% de stockage en plus. Par rapport aux énergies fossiles, par contre, on a une augmentation du nombre de passages tracteurs en plein champ, en raison de l'entretien de l'enherbement. Donc l'équilibre n'est pas atteint en ce qui concerne les énergies fossiles, les résultats seraient à consolider.
Au niveau des indicateurs économiques, le temps de désherbage est plus important en non-travail du sol. Le temps de plantation est plus long en non-travail du sol en raison de la difficulté à planter les plants. Donc un travail superficiel est indispensable pour pouvoir améliorer les temps de plantation. Au niveau des intrants fertilisants, sous abri, globalement, ils ont été égaux en travail du sol et non-travail du sol. Il n'y a pas eu de conséquences sur les cultures. Par contre, en plein champ, soit on a eu des intrants fertilisants équivalents au non-travail du sol ou supérieurs, mais qui n'ont pas pour autant amélioré les rendements ou maintenu les rendements. Au niveau des apports en eau globale, sur le non-travail du sol, pour garantir les rendements, on a quand même arrosé 1,5 fois à 2 fois plus que sur un sol travaillé. Les coûts de production, eux, ils ont été variables en fonction des cultures, soit équivalents, soit supérieurs au sol travaillé. Voilà, donc là, ces informations-là sont à consolider, les itinéraires techniques sont affinés, et on a et comme on a étudié le non-travail du sol que sur 3 ans, on pense aussi que les équilibres ne sont pas tout à fait stabilisés et qu'il faudrait aller un peu plus loin au niveau du nombre d'années pour pouvoir stabiliser le sol. Donc au niveau des conclusions, au niveau de la validation des hypothèses de départ, on n'a pas validé le fait que ça diminue les besoins en eau, on n'a pas validé le fait que ça diminue les temps de travaux et la pénibilité. Au niveau de la diminution de la consommation énergétique, on a constaté que c'était à peu près équivalent entre un sol travaillé et un sol non travaillé. Par contre, on a eu des résultats très positifs sur l'amélioration de la qualité des sols et sur la préservation de la biodiversité. Au niveau de la productivité, on a eu des résultats à peu près similaires sous abri. Par contre, en plein champ, on a plutôt eu des résultats inférieurs. Au niveau du stockage de carbone, on a vu que ça améliorait, que le stockage du carbone était amélioré par le non-travail du sol, et on n'a pas pu valider l'hypothèse du système économiquement viable, parce qu'on n'avait pas assez d'années de recul. Donc on pense continuer l'observation pour arriver aux équilibres des parcelles. Donc en conclusion, les résultats environnementaux sont encourageants, mais la maîtrise est insuffisante pour garantir la sécurité des exploitations, ce qui implique sous abri de travailler l'impact sur les maladies, les ravageurs, l'amélioration biologique du sol et les temps de travaux. Et en plein champ, il faudrait reconcevoir la gestion de l'irrigation et de la fertilisation pour améliorer les rendements. Donc pour ça, on a encore besoin de continuer à travailler sur cette thématique. Les itinéraires techniques avec les couverts végétaux, ils n'ont pas été validés. Et surtout au niveau des perspectives, nous ce qu'on en conclut, c'est qu'il ne faut pas parler de non-travail du sol strict, mais plutôt d'une réduction du travail du sol. Voilà, on a déposé un projet pour continuer l'expérimentation sur les années 4 à 7 en réduction du travail du sol au niveau de France Agrimaire, mais le projet n'a pas été retenu, donc on en est là. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Aude. En effet, sur les 3 projets, il y a